8 mars 2014. À l'intérieur d'un Boeing 777, à 35 000 pieds au-dessus de la mer de Chine méridionale, tout semble normal. Les passagers dorment. Les lumières de la cabine sont tamisées. Un vol tranquille entre Kuala Lumpur et Pékin, jusqu'à ce que l'écran radar clignote une fois, et l'avion disparaît. Aucun signal, aucun appel de détresse. Seulement le silence au-dessus de l'océan. Et une fois qu'ils ont disparu, on ne les revoit plus jamais. À l'ère moderne, les avions ne disparaissent pas comme ça. Pas avec les satellites qui les surveillent, pas avec le suivi de chaque vol. Mais l'un d'entre eux l'a fait. Le vol 370 de Malaysia Airlines. Le 8 mars 2014, le vol 370 de Malaysia Airlines décolle de Kuala Lumpur à 0h41. Un vol de nuit de routine à destination de Pékin. 239 personnes à bord. Rien d'inhabituel. Les 40 premières minutes se déroulent dans le calme. Les pilotes contactent le contrôle aérien. Le temps est clair. Les moteurs fonctionnent parfaitement. À 1h19, les derniers mots sont transmis par radio. « Bonne nuit, Malaysian 370 ». 2 minutes plus tard, l'avion disparaît des radars. Aucun appel de détresse. Aucun code d'urgence. Il a simplement disparu. Pendant des heures, les contrôleurs aériens supposent qu'il s'agit d'une erreur technique. Mais les heures se transforment en panique. On demande à d'autres avions d'établir le contact. Aucun n'y parvient. Puis, le radar militaire détecte quelque chose d'étrange. L'avion avait fait demi-tour, décrivant un large arc délibéré au-dessus de la Malaisie, en direction de l'océan. Personne ne sait qui le pilotait. Les communications des 2 pilotes étaient en calme, routinières. Aucun signe de lutte ou de détournement. Mais après ce dernier virage, l'avion a continué à voler pendant 6 heures supplémentaires, au-dessus de l'océan Indien, dans un silence complet. Lorsque les équipes de recherche ont finalement fouillé les lieux, ils n'ont rien trouvé. Aucune épave, aucune nappe de pétrole, aucun signal provenant des boîtes noires. Il a fallu plus d'1 an avant que des fragments ne commencent à s'échouer sur le rivage. Un volet d'ailes sur l'île de la Réunion, quelques panneaux éparpillés le long de la côte africaine. Mais le cœur de l'avion, le cockpit, les corps, la vérité, n'a jamais refait surface. Les enquêteurs ont avancé plusieurs théories. Une défaillance mécanique, un incendie, un détournement, une mission suicide. Mais aucune ne correspondait, car chaque théorie aboutit à la même question impossible. Comment un avion de 250 tonnes, à l'ère des satellites, peut-il simplement disparaître? La recherche du MH370 est devenue la plus importante de l'histoire de l'aviation. Elle s'est terminée en 2018, sans réponse. Même aujourd'hui, l'océan qui a englouti le vol 370 garde son secret. Et pour les familles laissées pour compte, le ciel au-dessus de l'océan Indien attend toujours de parler. Mais ce n'était pas la première fois qu'un avion disparaissait sans laisser de traces. Près de 70 ans plus tôt, 5 avions de la marine américaine avaient décollé par temps clair et n'ont jamais été retrouvés. Leur histoire est devenue légendaire, et leur dernière position connue est devenue l'un des endroits les plus redoutés de la planète. Vol 19, le triangle des Bermudes. 5 décembre 1945. Floride, 14h10. 5 bombardiers torpilleurs de la marine américaine décollent de Fort Lauderdale pour une mission d'entraînement de routine. Leur indicatif d'appel, vol 19. Chaque avion transporte un équipage de 3 hommes, des pilotes expérimentés, un ciel dégagé, un simple exercice de navigation au-dessus de l'Atlantique. Leur tâche est simple, voler vers l'est, larguer des torpilles factices, puis virer vers le nord et enfin rentrer à la base. Un parcours triangulaire. Mais quelque part le long de cette route, tout change. 1h30 après le début de la mission, le pilote en chef, le lieutenant Charles Taylor, communique par radio qu'il semble désorienté. « Mes 2 compas sont hors service », dit-il. « Nous ne savons pas où nous sommes. » Les autres pilotes confirment le même problème. Leurs instruments tombent tous en panne en même temps. Taylor pense qu'il survole les Keys de Floride. En réalité, ils se trouvent à des centaines de kilomètres au nord-est, au-dessus de l'océan. Les contrôleurs aériens les supplient de virer vers l'ouest, vers la terre ferme. Mais Taylor insiste sur le fait qu'ils survolent déjà le golfe du Mexique. Ils virent plutôt vers l'est et s'enfoncent davantage dans l'Atlantique. À mesure que la lumière du jour décline, le contact radio s'affaiblit. L'un des derniers messages captés dit « On dirait qu'on entre dans des eaux tumultueuses. On est complètement perdu. » Puis le silence. À la tombée de la nuit, les 5 avions ont disparu. Pas de radar, pas de fusées éclairantes, pas de débris. La marine envoie immédiatement un avion de sauvetage avec 13 hommes à bord. En quelques minutes, cet avion disparaît également.
sans appel de détresse, sans laisser trace. Au cours des 5 jours suivants, des centaines de navires et d'avions ratissent l'océan. Ils ne trouvent rien, pas même un coussin de siège flottant. Le rapport officiel conclut à une cause inconnue. Mais depuis des décennies, les gens murmurent un autre nom. Le triangle des Bermudes. Une région située entre la Floride, les Bermudes et Porto Rico, où des avions et des navires auraient disparu dans des circonstances mystérieuses depuis des siècles. Certains attribuent cela à des anomalies magnétiques. D'autres invoquent les mauvaises conditions météorologiques à une erreur humaine, ou pire encore, quelque chose d'inexplicable. Mais la vérité est plus simple et plus terrifiante. Personne ne sait où est passé le vol 19. 5 avions, 14 hommes, disparus sans laisser de traces. Au fil des décennies, la légende du triangle s'est amplifiée jusqu'à ce qu'un autre avion, piloté cette fois-ci par l'une des femmes les plus célèbres au monde, a pris son envol et ne redescendit jamais. Le dernier vol d'Amelia Earhart. 2 juillet 1937. La plus célèbre aviatrice du monde s'envole vers l'histoire. Amelia Earhart, la première femme à traverser l'Atlantique en solitaire, une pilote qui avait déjà battu tous les records aériens possibles et dans la dernière ligne droite de son vol le plus ambitieux à ce jour. Un tour du monde. Elle pilote un Lockheed Electra 10E avec à ses côtés le navigateur Fred Noonan. Le plan de vol. De là, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à l'île Howland, une minuscule bande de terre au milieu du Pacifique. Il est censé durer 18 heures. Il ne se termine jamais. À l'aube, sa voix grésille à la radio. Nous sommes sur la bonne voie, mais nous sommes à court de carburant. Quelques instants plus tard, nous devons être au-dessus de vous, mais nous ne vous voyons pas. Puis, plus rien. Puis le silence. Le navire Itasca des gardes-côtes, qui attendait à Howland, entend les transmissions mais ne peut pas répondre. Il ne voit non rien sur leur radar, rien à l'horizon. Le pilote le plus célèbre du monde a disparu au milieu d'un ciel clair et dégagé. Des opérations de recherche massives sont lancées. Des navires, des avions, des milliers de kilomètres carrés sont parcourus à travers le Pacifique. Aucune trace confirmée de son avion n'est trouvée. La théorie officielle est qu'elle a manqué de carburant et s'est écrasée quelque part près de l'île Howland. Mais l'océan n'a jamais révélé son secret. Au fil des ans, de nouvelles théories ont fait surface. Qu'elle aurait atterri sur une autre île et serait morte en naufragé. Qu'elle aurait été capturée par les Japonais comme espionne. Qu'elle aurait vécu sous un nouveau nom après la guerre. Aucune n'a été prouvée. Aucune n'a été totalement écartée. En 2018, des scans sonars ont révélé une forme étrange sous les vagues près de l'île de Nikumaroro, de la bonne taille, du bon métal. Mais personne ne l'a confirmé. Près d'un siècle plus tard, sa voix résonne encore à travers les parasites. Le calme et le professionnalisme d'un pilote qui ne panique pas, car elle croit toujours qu'on va la retrouver. Amelia Earhart était le visage de la liberté dans l'aviation, et sa disparition en reste le prix à payer. Mais 10 ans après que son signal se soit éteint, un autre pilote a envoyé un dernier message dans le ciel. Non pas des mots de peur, mais un code cryptique que personne n'a jamais déchiffré. Le message « Stendek » du Stardust. 2 août 1947. Un avion de la British South American Airways, nommé Stardust, effectue un vol entre Buenos Aires et Santiago, au Chili. Il s'agit d'un élégant Avro Lancastrian, un bombardier de la Seconde Guerre mondiale reconverti en avion de ligne. L'équipage est composé de vétérans, le temps est stable, la mission est routinière. À 17h41, Stardust envoie un message radio à la tour de contrôle de Santiago. ETA, 5 minutes. Heure d'arrivée prévue. Puis un autre message suit. Un seul mot, répété 2 fois. Stendek. Stendek. L'opérateur au sol demande des précisions. Le même mot revient. Stendek. Puis silence. L'avion n'arrive jamais. Pendant des décennies, ce simple mot hantera l'histoire de l'aviation. Aucun appel de détresse, aucune explication, aucune épave. Les équipes de recherche ont ratissé les Andes pendant des jours, sans rien trouver. Ni fumée, pas de débris, aucun corps. Les théories se sont rapidement répandues. S'agissait-il d'un sabotage? Une mission militaire secrète? Ou quelque chose de bien plus étrange? Stendek ne correspondait à aucun code aéronautique connu. Cryptographes, linguistes et agents de renseignement ont tous tenté de le décoder. Certains pensaient qu'il signifiait « moteur en panne », pas de diesel, crash d'urgence. D'autres pensaient qu'il s'agissait d'une interférence du code Morse, un message brouillé capté dans une distorsion atmosphérique. Mais la vérité restait perdue, tout comme l'avion lui-même. Puis,
En 1998, 51 ans plus tard, un groupe d'alpinistes dans les Andes fit une découverte. Du métal, du verre, des moteurs. Ils avaient trouvé Stardust, enfoui profondément sous un glacier près du mont Tupungato. Le mystère de la disparition était enfin élucidé. L'avion avait percuté la montagne pendant une tempête de neige et avait été instantanément enseveli par une avalanche. L'impact avait tout préservé, même l'équipage, toujours attaché à son siège, emprisonné dans la glace. Mais la montagne n'a jamais révélé était la signification de cette dernière transmission. Le dernier mot envoyé dans les airs, un code, un bug ou le message d'un pilote mourant provenant d'un endroit situé entre la vie et le silence. Stendek. Ces lettres restent inexpliquées à ce jour. Et 3 ans plus tard seulement, un autre avion disparaîtrait au-dessus de l'eau, sans message, sans signal, juste une ombre perdue quelque part au-dessus du lac Michigan. Vol, Northwest Orient, 2501, 23 juin 1950. Le vol Northwest Orient décolle de New York, à destination de Minneapolis. Il s'agit d'un avion de ligne DC, 4 transportant 58 passagers, des familles, des hommes d'affaires, des soldats rentrant chez eux. Conditions météorologiques, légère turbulence, rien d'inhabituel. À 23h13, le pilote contacte par radio le contrôle aérien au-dessus du lac Michigan. Il demande l'autorisation de descendre de 3500 à 2500 pieds pour éviter les intempéries. La demande est refusée, il y a d'autres avions en dessous. Il acquiesce, et c'est la dernière fois que quelqu'un entend parler de lui. Quelques minutes plus tard, le vol disparaît des radars. Aucun appel de détresse, aucun signal. Des avions de recherche sont envoyés avant le lever du soleil. Le lendemain matin, des débris commencent à s'échouer sur la côte du Michigan, de petits fragments d'isolant, des coussins de siège et des restes humains. Pas de fuselage, pas de moteur, pas de boîte noire. Le lac a tout gardé. L'enquête officielle ne trouve aucune cause, aucune tempête suffisamment forte pour détruire l'avion, aucune trace d'impact sur le radar. Il a simplement disparu du ciel, comme s'il avait été effacé. Les pêcheurs ont ensuite signalé avoir vu d'étranges lumières au-dessus du lac cette nuit-là, des sphères lumineuses se déplaçant à faible altitude au-dessus de l'eau, silencieuses et rapides. D'autres ont juré avoir vu un éclair, puis plus rien. Pendant des décennies, des plongeurs ont fouillé le fond du lac. Ils ont trouvé des épaves, des moteurs et des fragments provenant d'autres accidents, mais jamais le vol. 58 personnes sont toujours portées disparues, enfouies quelque part sous les eaux sombres du lac Michigan. Les habitants appellent cette étendue d'eau le triangle du Michigan, un endroit où les compas ne fonctionnent pas, où les radars clignotent et où le ciel et le lac semblent échanger leurs secrets. Et 12 ans plus tard seulement, un autre avion, cette fois-ci un avion de transport militaire américain, disparaîtrait au-dessus du Pacifique de la même manière. Aucun avertissement, aucune épave, aucune trace des 93 soldats à bord. Vol 739 de la Flying Tiger Line. 16 mars 1962. Un avion de transport militaire américain décolle de Guam, transportant 93 soldats américains et 11 membres d'équipage. Sa destination, Saigon, au Vietnam. Une escale pour le ravitaillement aux Philippines. Tout se passe comme prévu. L'avion, un Lockheed Super Constellation, était exploité par Flying Tiger Line, l'une des plus grandes compagnies charter au monde. Le temps était clair. L'équipage était expérimenté. Tout devait se dérouler comme d'habitude. À 1h30 du matin, l'avion a transmis son dernier message. Rapport de position de routine. Aucun signe de problème. Puis, plus rien. Quelques minutes plus tard, un pétrolier à proximité signale quelque chose d'étrange. Un éclair lumineux dans le ciel nocturne, suivi de 2 explosions plus petites. Il donne les coordonnées. Des équipes de recherche sont dépêchées sur place, mais rien n'est trouvé. Pas d'épave, pas de nappe de carburant, aucun débris flottant, pas même un gilet de sauvetage. Au cours de la semaine suivante, des avions et des navires provenant de 13 pays ont fouillé 200 000 miles carrés du Pacifique. Résultat, aucune trace du vol 739. Les enquêteurs ont conclu qu'il avait dû exploser en plein vol, mais sans donner de raison. Aucun appel de détresse, aucune défaillance technique, aucune preuve. Les familles ont été informées qu'il avait disparu sans explication. L'armée l'a classé comme « perte non liée au combat », affaire classée. Mais certains proches des membres d'équipage n'ont jamais accepté cette conclusion. Des rumeurs ont couru selon lesquelles l'avion aurait été saboté, qu'il transportait une cargaison classifiée, qu'il avait été abattu lors d'une mission secrète dont personne n'était censé avoir connaissance. Rien de tout cela n'a été confirmé. Tout cela est possible.
À ce jour, le Pacifique recèle encore les restes de 104 âmes, disparues sans laisser de traces, dans l'une des zones du ciel les plus documentées de la planète. Et le silence de l'océan ne ferait que s'amplifier, car 5 ans auparavant, un autre vol au-dessus du Pacifique s'était terminé de manière tout aussi mystérieuse. Mais cette fois-ci, certains passagers avaient été retrouvés. Et ce qu'ils ont découvert soulevait des questions encore plus sombres. Vol Panam 7. 8 novembre 1957. Vol 7 de la Pan American World Airways, un luxueux Boeing 377 Stratocruiser, décolle de San Francisco. Destination, Honolulu. Passagers, 36. Équipage, 8. C'est l'un des avions les plus sûrs de son époque, équipé de 4 moteurs puissants et réputé pour son confort, sans mystère. Le vol quitte la côte californienne à 11h51. Arrivée prévue, 17h, heure locale. Le temps est clair, l'itinéraire est habituel. Pendant les 5 premières heures, tout est normal. Puis, silence. Aucun appel de détresse, pas de balise de détresse. Aucun message radio d'aucune sorte. Juste un vol qui cesse d'exister en plein ciel. Le lendemain matin, les équipes de recherche sont dans les airs. Et après 2 jours, ils le trouvent. Des débris flottants, des corps, des gilets de sauvetage. Le Pacifique est calme, mais l'épave raconte une histoire violente. Les autopsies révèlent quelque chose d'étrange. Les corps des victimes présentent des signes de brûlures chimiques inhabituelles et des traces d'empoisonnement au monoxyde de carbone. Les enquêteurs concluent que l'avion a probablement explosé ou pris feu en plein vol. Mais personne ne peut expliquer pourquoi. Les 4 moteurs ont été récupérés et inspectés. Aucun signe de défaillance, aucun indice de sabotage. Le mystère s'épaissit. Des rumeurs circulent. L'un des passagers transportait des diamants, qu'un autre était un agent secret, que quelqu'un à bord ne voulait pas que l'avion arrive à Honolulu. Rien n'a été prouvé. Mais une chose ressortait clairement. La trajectoire de vol avait dévié de plus de 200 miles avant de disparaître. Aucune explication, aucun avertissement. Juste le Pacifique, engloutissant une autre histoire qui refusait d'être racontée. Et si certains accidents ont laissé des fragments derrière eux, d'autres n'ont rien laissé du tout, pas même un bruit. Car 2 décennies plus tard, un pilote survolant la côte australienne a envoyé un dernier message radio. Un message qui résonne encore à travers les parasites. Rencontre avec Frédéric Valentich. 21 octobre 1978. Australie. Un pilote de 20 ans nommé Frédéric Valentich décolle de Melbourne à bord d'un Cessna 182 monomoteur. Il s'agit d'un vol de nuit de routine vers King Island, un court trajet au-dessus du détroit de Bass. Conditions: ciel dégagé. Vent faible. Visibilité parfaite. À 19h06, il contacte par radio le contrôle aérien. Sa voix est calme. Melbourne, ici Delta Sierra Juliette. Y a-t-il du trafic connu en dessous de 5000 ? Le contrôleur répond: négatif. Aucun trafic connu. Valentich marque une pause. Puis il dit: il y a un gros avion en dessous de 5000. Et il passe au-dessus de moi. Il semble confus. Quelques minutes plus tard, ce n'est pas un avion. Le contrôleur lui demande de le décrire. Valentich répond: c'est long, métallique. Et ça a un feu vert. Il est en vol stationnaire. Il est juste au-dessus de moi. Puis, ce n'est pas un avion. Le son suivant sur la radio est un bruit métallique de grattement. Puis le silence. La transmission dure 17 secondes. L'avion n'arrive jamais à King Island. Les équipes de recherche et de sauvetage ratissent l'océan pendant 1 semaine. Aucune épave, pas de nappe de pétrole, aucun corps. L'affaire fait la une des journaux internationaux. Un pilote disparaît après avoir signalé un OVNI. Les sceptiques parlent de désorientation, une illusion nocturne, un accident interprété à tort comme une rencontre. Mais aucun débris n'a jamais été retrouvé. Les enquêteurs ont appris par la suite que Valentich était fasciné par les ovnis. Il avait dit à ses amis qu'il croyait en la vie extraterrestre et qu'il en verrait un jour de ses propres yeux. Cette nuit-là, il avait peut-être raison. Ses derniers mots à la tour de contrôle, juste avant les parasites, étaient simples. Il approche de l'Est. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Puis le silence s'installa pour toujours. Quoi qu'il ait vu cette nuit-là, cela l'a suivi dans l'obscurité et ne l'a jamais quitté. La transmission de Valentich s'est terminée dans le silence. La suivante se terminerait de la même manière, au-dessus de l'Atlantique, où un avion moderne disparut en plein vol et où l'océan a gardé les réponses pendant des années. Vols Air France 447,
31 mai 2009. Le vol Air France 447 décolle de Rio de Janeiro à destination de Paris. 228 personnes à bord. L'un des avions les plus sûrs au monde, un Airbus A330, moderne, sophistiqué. Un avion qui, à tous égards, aurait dû être impossible à perdre. À 1h33 du matin, l'avion entre dans une ligne de tempête tropicale au-dessus de l'Atlantique. D'autres avions la traversent sans encombre. Mais pas celui-ci. À 2h10 du matin, des messages automatiques commencent à être transmis. Une cascade d'avertissements. Pilote automatique désactivé. Défaillance des instruments. Mesure de vitesse aérienne incohérente. Puis silence. L'avion n'atteint jamais Paris. Sa dernière position connue le situe quelque part au milieu de l'Atlantique, une étendue d'océan déserte à des centaines de kilomètres de toute terre. Les premiers corps et fragments de l'épave sont retrouvés 5 jours plus tard, flottant dans une mer calme. Puis, plus rien pendant 2 ans. Les équipes de recherche scrutent les fonds marins à l'aide de sonars. Les boîtes noires restent silencieuses. L'océan est trop profond, l'épave est trop éloignée. Enfin, en 2011, un sous-marin français localise le fuselage. L'avion avait plongé directement dans l'eau et s'est brisé lors de l'impact. Les 228 personnes à bord ont été tuées sur le coup. Lorsque les enquêteurs ont récupéré les enregistreurs de vol, ils ont constaté de la confusion, mais pas de panique. Les tubes de pitot, de minuscules capteurs qui mesurent la vitesse de l'air, avaient gelé dans la tempête. Le pilote automatique s'est désactivé. Dans l'obscurité, les pilotes ont perdu leur repère, tirant l'avion vers le haut alors qu'ils auraient dû le stabiliser. Pendant 4 longues minutes, l'avion a décroché, tombant silencieusement à travers les nuages noirs et les éclairs. Personne à bord n'a jamais su ce qui se passait. L'océan a rendu l'avion, mais pas la raison. Même avec toutes les réponses devant eux, les enquêteurs ont admis que cela n'avait toujours pas de sens. Le vol Air France 447 était censé être incassable, un triomphe de l'aviation moderne. Au lieu de cela, il est devenu la preuve que même à l'ère numérique, le ciel peut encore vous effacer. Et toutes les disparitions ne sont pas liées à des crashs. Car quelques années auparavant, un avion avait disparu d'une autre manière, pas au-dessus de l'eau, mais depuis la piste d'un aéroport, en plein jour. Un vol tellement impossible qu'il semble sortir tout droit d'un roman. Le vol du Boeing 727, 25 mai 2003. Luanda, Angola. Un Boeing 727 est stationné sur le tarmac de l'aéroport Quatro de Fevereiro. Ce n'est pas un avion de ligne. Il s'agit d'un avion de ligne désaffecté en cours de conversion pour le transport de marchandises. Des réservoirs de carburant, des pièces détachées et des outils sont éparpillés autour de lui. L'avion appartient à une société de leasing américaine. Il n'a pas volé depuis des mois. 2 hommes sont à bord ce jour-là. Ben Padilla, un ingénieur de vols américain, et son assistant, John Michael Mutantu. Aucun des deux n'est habilité à piloter un 727. Vers 17h, sans autorisation, l'avion commence à bouger. Le personnel au sol observe la scène avec perplexité, alors que le jet commence à rouler de manière erratique sur la piste, sans communication avec la tour de contrôle. Aucun signal transpondeur, pas de lumière. Les moteurs rugissent à pleine puissance. Le 727 décolle, virant vers l'ouest, vers l'Atlantique. Puis, plus rien. Aucun écho radar. Aucun appel de détresse. Aucun rapport d'accident. Juste un avion de 55 mètres disparu. En quelques heures, le gouvernement américain et Interpol ont lancé des alertes. Les théories se répandent comme une traînée de poudre. A-t-il été volé pour une opération secrète? A-t-il été détruit en plein vol? Caché dans une piste d'atterrissage isolée? Les recherches s'étendent à toute l'Afrique, de la côte angolaise à la jungle dense du Congo. Aucune pièce de l'avion n'a jamais été retrouvée. Un Boeing 727 grandeur nature, pesant plus de 80 tonnes, avait disparu comme si le ciel l'avait englouti. Comme si le ciel l'avait englouti. À ce jour, personne ne sait qui le pilotait, où il est allé ni pourquoi. Cela reste l'une des disparitions les plus étranges et non élucidées de l'histoire de l'aviation. Un avion fantôme qui a décollé une fois et n'a jamais atterri. Et 6 ans avant ce vol, un autre avion avait disparu. Mais cette fois-ci, le monde entier a été témoin de la scène. L'une des pires catastrophes aériennes américaines, filmées par les caméras, et dont la cause exacte reste encore inconnue. Vol American Airlines 191. 25 mai 1979. Aéroport international, O'Hare de Chicago. C'est un vendredi après-midi clair, avec un vent léger et une visibilité parfaite. Le vol American Airlines 191, un McDonnell Douglas DC-10,
est autorisé à décoller pour Los Angeles. 271 personnes sont à bord. Tout semble se dérouler normalement. À 15h02, l'avion commence sa course. Les moteurs vrombissent. L'avion décolle de la piste, mais quelque chose ne va pas. Des témoins au sol voient le moteur gauche se détacher de l'aile. Il n'explose pas, il se détache proprement, arrachant les câbles électriques et les conduites hydrauliques. Le cockpit perd instantanément tous ses instruments. Pendant 31 secondes, l'avion continue de monter, en s'inclinant lentement vers la gauche. Puis il se retourne complètement et s'écrase dans un champ désert à côté de l'aéroport. L'explosion illumine le ciel. Il n'y a aucun survivant. Il faut des semaines pour comprendre ce qui s'est passé. Le moteur n'était pas en panne. Il s'était détaché. Les registres d'entretien révélant la cause. Les mécaniciens avaient utilisé une méthode improvisée, à l'aide d'un chariot élévateur, pour accélérer l'entretien du moteur quelques jours plus tôt. Cela avait tordu un boulon essentiel du pylône. À pleine puissance au décollage, ce boulon s'est rompu et le moteur s'est détaché. Ce raccourci destiné à gagner du temps est devenu l'accident aérien le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis. Pendant des années, les enquêteurs ont étudié les images image par image. Un avion moderne, des conditions météorologiques parfaites, un équipage parfait, jusqu'à ce qu'une pièce se brise, et tout le reste a suivi. Et des décennies plus tard, un autre avion semblait également voler à la perfection. Moteur stable, altitude constante, jusqu'à ce que les sauveteurs découvrent que personne à bord n'était plus en vie depuis des heures. Vol Helios Airways 522, 14 août 2005. Le vol 522 d'Helios Airways décolle de Larnaca, à Chypre, à destination de Prague, avec une escale à Athènes. 115 passagers, 6 membres d'équipage. Une matinée d'été clair. 30 minutes après le décollage, le contrôle aérien perd le contact. L'avion continue de voler. Stable, silencieux, sans réponse. Des avions de chasse grecs sont dépêchés pour l'intercepter. Lorsqu'ils se placent à côté, ils voient quelque chose qui n'a aucun sens. Les pilotes sont immobiles. Les masques à oxygène pendent. Les hublots sont recouverts de givre. À l'intérieur du cockpit, aucun mouvement. Dans la cabine, les passagers sont assis immobiles dans leur siège, comme s'ils dormaient. Une seule personne bouge. Une hôtesse de l'air assise dans le siège du cockpit, qui tente de reprendre le contrôle. Il fait signe de la main, puis l'avion commence à descendre. À 12h04, l'avion tombe en panne sèche et s'écrase dans une colline près d'Athènes. Les 121 personnes à bord sont tuées. L'enquête révèle une série d'erreurs humaines. Avant le décollage, un interrupteur de pressurisation avait été laissé en mode manuel après la maintenance. Au fur et à mesure que l'avion prenait de l'altitude, la cabine se vide lentement d'oxygène. Personne ne s'en est aperçu avant qu'il ne soit trop tard. Les pilotes ont perdu connaissance, suivis par l'équipage, puis les passagers. Le pilote automatique a maintenu l'avion en vol pendant plus de 2 heures. Un vol parfait sans personne pour le faire atterrir. On l'a appelé l'avion fantôme, une erreur mécanique qui a entraîné une tragédie humaine. Un avion silencieux, continuant à monter, alors que tous ses occupants avaient déjà disparu. Et quelques décennies plus tôt, un autre avion connut un sort similaire. Un vol qui a dévié loin de sa trajectoire, vers des montagnes qu'il aurait été impossible de manquer. Vol Flying Tiger 282. 23 décembre 1964. 1 heure. Le vol 282 de la compagnie Flying Tiger Line décolle de San Francisco pour un vol cargo à destination du Vietnam via New York. 3 hommes à bord, temps clair, vol de routine. Quelques minutes après le décollage, l'avion dévie de sa trajectoire. Les contrôleurs radio, aucune réponse. À 1h42 du matin, le signal radar disparaît. Au matin, l'épave est retrouvée dispersée sur une montagne près de San José. L'avion s'était écrasé en plein terrain, à des kilomètres de sa route prévue. Le plus étrange dans tout cela, tout fonctionnait normalement. Les moteurs, les instruments, la navigation, tout était normal. Il n'y a eu aucun appel de détresse, aucun signe de défaillance. C'était comme si les pilotes ne voyaient pas ce qui se trouvait juste devant eux. Les enquêteurs ont parlé de désorientation. Certains ont invoqué la fatigue, d'autres un rare, faux horizon. Mais les données ont montré une descente régulière, sans panique, sans correction, presque délibérée. Le dernier contact radio était calme, puis il y eut des parasites. Un vol de nuit de routine qui s'est terminé comme tant d'autres auparavant, sans raison. Et 4 ans plus tôt, un autre avion allait connaître le même sort, disparaissant dans le ciel dégagé au-dessus de la côte de Floride, sans laisser aucune trace. Vol DC-3 NC 16002. 28 décembre 1948. Un Douglas DC-3 décolle de San Juan à Porto Rico, à destination de Miami. 32 personnes à bord.
Le temps est calme, mer calme, conditions parfaites. L'équipage s'enregistre à 16h13 comme routine. Aucun problème signalé. À 22h, le pilote communique à nouveau par radio. Nous sommes à environ 50 miles au sud de Miami. Les contrôleurs confirment. Ils s'attendent à ce que l'avion atterrisse dans quelques minutes. Mais cela n'arrive jamais. Le radar ne montre aucun signe de descente, aucun appel de détresse, aucune trace. Les équipes de recherche ratissent la côte de Floride pendant des jours. Ils ne trouvent rien. Pas de débris, pas de nappe de pétrole, pas de radeau de sauvetage. L'avion avait tout simplement disparu par temps clair, lors de son approche finale. La dernière transmission ne donne aucun indice. Le ton du pilote était calme, normal. Les instruments indiquaient que tout allait bien, jusqu'à ce que le signal soit coupé. Les enquêteurs ont avancé toutes sortes d'hypothèses. Épuisement du carburant, erreur de navigation, voire des interférences électriques provenant du triangle des Bermudes. Aucune n'expliquait comment un avion si proche de la côte pouvait disparaître complètement. À ce jour, le vol NC 16002 reste introuvable, un vol qui s'est terminé sans impact, sans preuve, sans adieu. Et près de 70 ans plus tard, un autre avion disparu allait enfin être retrouvé, gelé dans les hauteurs de l'Himalaya, son équipage préservé dans le temps, comme s'il attendait d'être découvert. La capsule temporelle de l'Himalaya, juillet 1947. Un avion de transport Dakota de l'armée indienne décolle de Kanpur, en direction du nord, vers Leh. 8 hommes à bord. Route de montagne. Air raréfié. À mi-chemin, le contact radio s'estompe. La dernière transmission est brève. Le temps se dégrade. Nous devrons peut-être faire demi-tour. Puis plus rien. Les équipes de recherche ratissent en l'Himalaya pendant des semaines. Aucune épave. Aucun survivant. Seulement de la neige. L'affaire est classée disparue dans les montagnes. Les décennies passent. Les familles s'éteignent. L'avion devient une histoire, puis une rumeur, puis oublié. Jusqu'en 2018. Une équipe d'alpinistes explorant un glacier dans le nord de l'Inde aperçoit quelque chose de métallique sous la glace. Des moteurs, des ailes, des uniformes en tissu. Le Dakota est là, parfaitement conservé, enseveli dans l'air glacial depuis 70 ans. À l'intérieur, l'équipage reste assis, leurs instruments intacts, leur vol figé à mi-parcours. Les experts parlent d'une capsule temporelle de 1947. Un dernier vol, prisonnier de la glace, attendant des décennies avant d'être revu. Cette découverte apporte une conclusion, mais soulève également une question qui se pose dans tous les cas similaires. Quand un avion disparaît, disparaît-il vraiment? Ou attend-il simplement d'être retrouvé? Car des océans aux montagnes, le silence est le même. Les moteurs s'éteignent, les signaux s'éteignent, et le ciel garde ses secrets.